On va commencer notre cérémonie. Donc, vous avez intérêt de porter votre écouteur. Ce sera une séance avec une traduction simultanée en français et en portugais. Donc, en fait, tout au long de ces 2 journées et demie de conférence, vous allez bénéficier de ce service de traduction simultanée. Donc, bonjour, bon dia, good morning. Je m'appelle Zhang Su, je suis professeur à l'Université Laval. Il me fait plaisir de présider cette cérémonie d'ouverture du 6e congrès mondial d'administration. Avant de commencer, je voudrais souligner la présence de plusieurs dignitaires aujourd'hui dans cette salle. D'abord, Monsieur le recteur de l'Université Laval, professeur Denis Brière, et honorable Pierre Petit-Goreau, qui est conseiller principal en affaires internationales chez Deloitte et ex-premier ministre du gouvernement fédéral du Canada. Monsieur Pierre Petit-Goreau est là, justement, vient d'arriver. Signor Roux Palaz, président du Conseil régional d'administration du Rio Grande do Sul. Signor Wallace Vieira, président du Conseil régional d'administration de Rio de Janeiro. Monsieur Rafael Sanchez, directeur par intérim de la direction d'Amérique latine et Andes du ministère du Développement économique, de l'innovation, de l'exportation du gouvernement du Québec. Monsieur Robert Manta, doyen de la faculté des sciences d'administration, Université Laval. Avant de céder parole à nos dignitaires, je voudrais vous dire 2 mots, et ce, en tant que responsable du comité scientifique et du comité d'organisation de ce congrès. En fait, mes mots sont très simples. Le premier mot, vous pouvez deviner très facilement, c'est bienvenue. Benvindo. Welcome. Et vous êtes bienvenus à venir assister à ce congrès à la ville de Québec. C'est une ville extraordinaire. Vous êtes bienvenus à venir à l'Université Laval, une université très, très célèbre. Et surtout, vous êtes bienvenus pour assister à ce 6e congrès mondial d'administration qui vous permet de développer des idées, échanger vos opinions, vous inspirer et surtout faites votre réseautage. Mon deuxième mot, vous pouvez aussi deviner facilement, c'est le mot merci, obrigado. Thank you very much. Bien sûr, d'abord, je vous remercie vous tous et toutes pour votre présence. Et surtout, je tiens à remercier à ceux ou celles qui ont participé à l'organisation de ce grand événement. Je voudrais vous signaler que, vous savez, surtout au cours de ces 3 dernières semaines, plusieurs parmi eux ont presque passé leur nuit blanche pour terminer la préparation de ce congrès. Donc, je pense que j'ai raison de vous proposer d'applaudir pour leur rendre un grand hommage, n'est-ce pas? Voilà mon introduction. Maintenant, je voudrais inviter Monsieur le doyen professeur Robert Manta pour venir dire quelques mots de bienvenue. Monsieur Manta. Monsieur le recteur, Monsieur le président du Conseil régional d'administration de Rio Grande do Sul,
Monsieur le Président du Conseil régional d'administration de Rio de Janeiro, Monsieur le Président du Conseil fédéral d'administration, Monsieur le représentant du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du Québec, Honorable Pierre Petitgrou, membres des comités scientifiques et organisateurs, Mesdames et Messieurs les conférenciers, chers participants. Sejam muito bem-vindos a Quebec. É grande prazer recebê-los no campus da primeira Universidade Francófona de América, para a realização do 6º Congresso Mundial de Administração que une o Québec e o Brasil. Obrigado. La ville de Québec est une capitale en plein essor. Son économie diversifiée dans un marché stratégique et accessible, son histoire et sa culture lui ont permis d'établir des partenariats avec plusieurs villes dans le monde et de se faire connaître internationalement. À l'exemple de la ville, la Faculté des sciences d'administration multiplie les partenariats avec d'autres universités afin de favoriser la mobilité de ses étudiants, de ses professeurs et susciter le partage et le transfert de connaissances dans les entreprises, peu importe où elles se trouvent dans le monde. Nous sommes particulièrement heureux de notre partenariat avec le Brésil, car ce pays a aussi connu un essor impressionnant au cours des dernières années. Pour y être allé en août dernier pour la première fois, j'ai pu constater le dynamisme de son économie, notamment en agriculture, et son engagement au regard du développement durable, qui en font un grand joueur sur l'échiquier du monde des affaires. Sa croissance, maintes fois citée en exemple, porte également son lot de défis que les entreprises et les sociétés brésiliennes devront relever, et ce qui pourra servir d'exemple tant aux pays émergents qu'aux autres. Cet été, un groupe de nos étudiants s'est rendu au Brésil pour effectuer un stage de 8 semaines dans une université partenaire. Et ils sont revenus non seulement avec une appréciation du pays et de ses gens, mais également avec une maîtrise fonctionnelle de la langue portugaise. En tant que faculté ayant pris le virage international, nous avons une volonté très ferme de tisser des liens plus étroits avec nos partenaires latino-américains, avec qui nous partageons, outre le continent, des racines linguistiques. Le 6e Congrès mondial d'administration est un moment privilégié pour discuter de ces défis de nos entreprises, tracer un état des lieux, cerner les grands enjeux auxquels nous faisons face et tirer des pistes de solutions. Nous sommes fiers d'en être les autres, car les sujets qui y sont abordés sont des préoccupations de la faculté et que les échanges qu'ils provoqueront stimuleront la réflexion et soulèveront des idées qui, assurément, permettront d'enrichir nos connaissances et de provoquer l'innovation. Je vous souhaite tous un bon congrès, un bon séjour à Québec. Merci, obrigado. Merci, Monsieur le doyen. Donc maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Monsieur le recteur de l'Université Laval, professeur Denis Bruyère, pour prononcer une allocution. Alors, merci, professeur Sou. Monsieur le Président du Conseil régional d'administration de Rio Grande do Sul, Monsieur le Président du Conseil régional d'administration de Rio de Janeiro, Monsieur le Président du Conseil fédéral d'administration du Brésil, Monsieur le représentant du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation du gouvernement du Québec, M. Sanchez, l'honorable Pierre Petitgrou, distingués invités et conférenciers, surtout, chers collègues et congressistes. Vous savez, c'est un grand honneur d'être ici ce matin pour ce congrès mondial d'administration. Bem-vindo à l'Université Laval et à Magnifica Citade de Québec. L'Université Laval est très fière, comme vous pouvez le deviner, et honorée d'accueillir pour la première fois en Amérique du Nord, que je comprends bien, première fois au Canada, ce prestigieux congrès mondial d'administration. Et je tiens à féliciter les organisateurs d'avoir choisi d'abord le Canada, puis le Québec, et surtout d'avoir choisi l'Université Laval pour la tenue de ce congrès. Et vous verrez au cours de ces 2 jours et demi de congrès que l'Université Laval est très impliquée au Brésil et très impliquée au niveau international.
D'abord, cet événement nous offre une remarquable occasion de remplir notre mission universitaire en favorisant les débats et les chocs des idées sur les grands enjeux de l'heure, tels que ceux que vous aborderez au cours des 2 prochains jours. La mondialisation, l'évolution rapide des technologies de l'information et des communications, les crises financières et économiques qui ébranlent actuellement la planète, l'équilibre entre population, ressources et environnement sont autant de défis que viennent non seulement remettre en cause les façons de faire des entreprises, mais également celles du monde universitaire. Face à cet environnement mondialisé et en pleine turbulence, notre université mise, tout comme le milieu des affaires, sur l'avancement et le transfert du savoir, sur sa capacité d'innovation, sur le développement de partenariats fructueux, sur l'internationalisation de ses activités et surtout une volonté organisationnelle de placer le développement durable au cœur de sa mission. Je suis d'ailleurs particulièrement ravi de l'importance que ce congrès accorde à la gestion du développement durable, un thème qui rejoint pleinement l'engagement de notre université à d'abord réduire son empreinte environnementale, à gérer ses ressources de façon responsable et à jouer un rôle de premier plan sur la scène nationale et internationale en matière d'environnement et de développement durable. Je tiens également à souligner l'excellence et le dynamisme dont fait preuve notre faculté des sciences de l'administration pour assurer son développement et sa pérennité. D'abord en offrant des programmes de formation adaptés aux besoins émergents des étudiants et de la société, en mettant des activités de recherche en menant les activités de recherche à la fine pointe du savoir dans son domaine et en renforçant constamment sa présence et sa visibilité sur la scène internationale. Aussi en développant des partenariats gagnant-gagnant, non seulement dans son milieu, mais également bien au-delà de nos frontières. Comme en témoigne aujourd'hui la tenue dans nos murs de cette 6e édition du Congrès mondial d'administration. Cette rencontre nous offre d'ailleurs une remarquable occasion de renforcer nos liens avec des partenaires internationaux. Par exemple, ces liens avec des institutions du Brésil se traduisent actuellement par une quinzaine de protocoles ou ententes cadres favorisant la mobilité étudiante et la coopération dans des domaines de formation et de recherche d'intérêt mutuel. Une mission réalisée au Brésil en 2009, comme le relatait M. le doyen il y a quelques minutes, en partenariat avec le ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation du gouvernement du Québec, a également permis à nos chercheurs de développer ou d'enrichir leur collaboration avec des collègues brésiliens dans plusieurs de nos domaines d'excellence, tels que le génie mécanique, le génie minier, les biomatériaux, la dystrophie musculaire, l'infectiologie, le diabète, l'anthropologie, l'agriculture et les sciences de l'alimentation, la gestion de l'eau, les changements climatiques et les sciences forestières. Certaines de ces collaborations ont aussi pu compter sur des fonds provenant du programme de soutien et des initiatives internationales de recherche et d'innovation mises en place par le ministère du Développement économique, d'innovation et de l'exportation. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer cette initiative du gouvernement du Québec qui favorise le développement d'alliances et de projets mutuellement bénéfiques pour le Québec et les pays partenaires. De plus, suite à cette mission, 25 stagiaires brésiliens menant des études au cycle supérieur ont pu bénéficier du programme de bourse du gouvernement canadien et québécois pour des séjours de recherche à l'Université Laval. Plusieurs de ces étudiants poursuivent maintenant leurs études à temps plein sur notre campus ou en co-tutelle. Outre les domaines de recherche mentionnés précédemment et celui des sciences de l'administration qui nous réunit aujourd'hui, l'Université Laval a aussi beaucoup d'autres expertises à offrir aux entreprises et aux institutions brésiliennes. Je pense ici notamment au domaine de la géomatique, de l'optique photonique, de la génomique, de l'environnement, du patrimoine, de la muséologie et la culture numérique, de l'entrepreneuriat,
des technologies de l'information et des communications et, comme vous pouvez le deviner, j'en passe. L'Université Laval, c'est en fait une université complète, offrant quelques 400 programmes de formation dans tous les domaines du savoir. C'est aussi 1400 professeurs-chercheurs de calibre international. L'université occupe le 7e rang des grandes universités canadiennes de recherche avec des fonds annuels de 280 millions de dollars, dont 20 % provient du secteur privé, ce qui témoigne sans contredit de la reconnaissance des entreprises envers l'excellence de nos chercheurs. Nous sommes également l'hôte de 3 réseaux de centres d'excellence parmi les 14 réseaux canadiens. Notre expertise en matière d'études nordiques, de géomatique, d'optique photonique nous a d'ailleurs valu l'obtention en mai dernier de 2 des 19 prestigieuses chaires de recherche d'excellence du Canada pour un investissement total record de 60 millions de dollars. L'Université Laval a aussi établi, au fil des ans, un vaste réseau de partenariats stratégiques internationaux en formation et en recherche, et elle s'est investie dans plusieurs projets de coopération et de développement international. Nous entretenons des liens avec quelques 450 partenaires dans près de 65 pays. Par exemple, en matière de formation, nous développons conjointement avec des universités partenaires à l'étranger des formations à distance ou en ligne et des programmes menant à une double diplomation. L'Université Laval est également reconnue comme un leader canadien en matière de mobilité étudiante, ayant notamment obtenu en novembre dernier le prix d'excellence du Bureau canadien de l'éducation internationale pour la qualité et le caractère novateur de son profil international. L'Université Laval a, de plus, toujours encouragé la création d'alliances multidisciplinaires, que ce soit interuniversitaires et transfrontalières, en matière de recherche et de création. L'établissement de collaboration internationale est d'ailleurs incontournable si nous voulons continuer à progresser dans nos domaines d'excellence actuels et percer dans de nouveaux domaines. De plus, la résolution d'enjeux mondiaux tels que les changements climatiques et l'incertitude grandissante de l'économie mondiale requiert inévitablement la coopération des chercheurs du monde entier. C'est donc dans cet esprit de collaboration et de réseautage que je vous souhaite des échanges des plus féconds qui favoriseront certainement l'émergence d'idées novatrices sur les pratiques managériales de l'avenir, le développement de nouvelles initiatives internationales ainsi que plus particulièrement des possibilités de nouveaux maillages brésilio-québécois. En terminant, j'aimerais remercier très sincèrement toutes les personnes, collaborateurs et partenaires qui ont rendu possible la tenue de ce congrès ici sur notre campus et ils méritent une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. J'aimerais aussi souligner et offrir un grand merci également à nos invités et conférenciers de marque qui ont accepté de venir partager leurs réflexions et leur expérience sur les nouveaux défis et paradigmes des organisations dans un monde en profonde mutation. Bon congrès, bon congresso. Merci, Monsieur le recteur. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter le président du Conseil régional d'administration de Rio Grande do Sul, Signor Ru Palaz, pour une allocution. Bom dia a todos os brasileiros, bom dia aos quebequenses. Gostaria de, neste momento, nessa solenidade, saudar o professor Dr. Zansu, presidente deste congresso, da comissão organizadora, da comissão científica. Gostaria também de fazer uma saudação especial ao reitor, magnífico reitor Denis Billier, também ao diretor
da Faculdade de Ciências Ciências Administrativas da Universidade de Laval, professor Roberto Mantá. Gostaria também de aqui me referir ao senhor Rafael Sanches, representante da direção da América Latina e Antilhas do Ministério do Desenvolvimento Econômico, Inovação e Exportação do Quebec. E saudando essas pessoas, essas autoridades acadêmicas, essas demais autoridades também que se encontram presentes, e agradecer especialmente a eles pela acolhida que estão nos oportunizando e dizer da satisfação de estarmos aqui compartilhando este evento, que está na sua 6ª edição e que hoje nós podemos, juntos, estreitar laços para também nós verificarmos as experiências, tanto de um lado quanto de outro, trazer modelos brasileiros, examinar modelos que aqui são tratados, no Canadá, em Quebec especialmente. E quero também aqui, se me permitirem, referir aquelas pessoas que pelo lado do Brasil também oportunizaram esse evento. Nosso parceiro, o Wallace de Souza Vieira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que tão pronto tomou conhecimento, já mostrou o interesse em ser parceiro nesse empreendimento. Também gostaria de me referir àquelas pessoas que na operação, exatamente no trato do dia a dia, oportunizaram que a gente estivesse aqui, através da organização do evento, através da organização da temática, através da oportunização também dos meios para que aqui chegássemos, né? Pelo lado do Brasil, assim como houve um grande envolvimento aqui da Universidade de Laval e de pessoas ligadas ao governo de Quebec, nós tivemos os nossos colegas Walter Luiz de Lemos e Rogério de Moraes Bom, pelo Rio Grande do Sul, os colegas Wagner Siqueira e Jorge Humberto Sampaio, pela Comissão do Rio de Janeiro. E não deixaria também de aqui agradecer especialmente ao senhor José Castro, pelo seu empenho desde o primeiro momento em estreitar esses laços para que a gente aqui pudesse estar. E, finalmente, desejar a todos que tenhamos um bom congresso, porque realmente é um marco na 6ª edição deste Congresso Mundial de Administração. Poder estar no Canadá, poder estar especialmente aqui em Quebec, para juntos discutirmos e treinarmos experiências dos modelos de cada um desses países. Muito obrigado, um bom congresso a todos. Obrigados. Merci beaucoup. Donc maintenant, je voudrais inviter le président du Conseil régional d'administration de Rio de Janeiro, Sr. Wallace Vieira, pour une allocution. Bom dia a todos, quebequenses e brasileiros. O meu bom dia, minha saudação também se estende ao Escritório de Imigração de Quebec, em São Paulo, no Brasil. Eu quero saudar as autoridades institucionais e educacionais aqui já citadas, que contribuíram decisiva e manifestamente para que o evento
que agora ele se operacionaliza, realmente seja um evento capaz de contribuir para o enriquecimento institucional, profissional, pessoal de cada qual aqui presente. Eu me sinto, como brasileiro e simbolicamente representando o Conselho do Rio de Janeiro, muito feliz por estar aqui neste presente e dizer a vocês, aqui, neste ambiente, da importância que tem para nós um significado, além de um significado institucional, além de um significado educacional, empresário, dizer que nesse instante nós estamos restabelecendo um elo perdido na corrente histórica que une esses dois países, mormente a província de Quebec. O nosso Jacques Cartier, responsável pela fundação do primeiro povoado francês nas Américas, em Charlesbourg-Royal, ele tem uma relação muito intrínseca e muito próxima com nós brasileiros. Quando Jacques Cartier funda a região onde se insere Quebec, Cartier já estivera no Brasil em 1528 e tem uma contribuição marcante na união do Velho Mundo e o Novo Mundo. É Cartier que proporciona a primeira união matrimonial entre o Velho Mundo e uma Índia brasileira. Cartier faz o casamento em Saint-Malo, França. Ele faz o casamento de Diogo Alves Correia, português, e a Índia, Paraguaçu, que foram levados por eles para Saint-Malo para celebrar o batismo da Índia, na religião católica, e o casamento de ambos. Então, é o primeiro grande abraço histórico, né? Além fronteiras, entre o universo de cultura francesa e o universo de cultura portuguesa. Eu imagino que, neste momento, nós estamos recapitulando, resgatando e celebrando esse grande abraço entre esses dois povos. Não é? Cartier, que é responsável por essa união, é também, então, o fundador, né, de Charlesbourg-Royal, que é o primeiro povoado francês aqui nas Américas. E essas informações que eu estou trazendo a vocês estão registradas num documento de Charles de la Roncière, que colhido nos arquivos de Ottawa, e no documento dele que ele chama Cartier et la découverte de la Nouvelle-France. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui como brasileiro, né, e em contato com os nossos queridos quebequenses, nesse grande abraço, esse abraço histórico, esse abraço institucional, esse abraço político e a parceria que nós celebramos convenientemente com o Ministério do Desenvolvimento da Economia, Inovação, Exportação, la Université Laval, e, a partir daí, a multiplicação de vários abraços, né, de vários encontros que ocorrerão. O momento em questão, esse momento, é apenas o início desse longo abraço, que ele se eternize nas nossas relações. Nós temos muita fé, muita confiança que isso acontecerá. Estamos trabalhando, quebequenses e brasileiros, para que isto realmente se efetive. Então, um bom dia a todos, muito obrigado por essa oportunidade que brasileiros e quebequenses têm de trabalharem juntos na construção de um mundo melhor, de um mundo mais sustentável do ponto de vista da economia,
do social, enfim, das finanças, né? Uma sustentabilidade nesses 3 eixos, que é a ideia, força, que perpassa esse evento. Muito obrigado, um bom dia. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je voudrais inviter le représentant brésilien des comités scientifiques et organisations de ce congrès, Sr. Lemos, pour quelques mots. Il est mon partenaire privilégié pour organiser cette conférence. Bom dia a todos. É um enorme prazer estarmos nessa linda cidade de Quebec. E gostaria, nesse momento, de chamar meu colega de percurso, que oportuniza a todos nós esta convivência e esta construção de pontes, evidentemente, do conhecimento, pontes de integração e pontes que nos levará, sem dúvida alguma, ao futuro. Rogério Bon, por favor. Em nome da nossa delegação brasileira de administradores, em nome das nossas instituições de administradores brasileiros, Conselho Federal de Administração, Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, Conselho Regional de Administração do Estado do Rio de Janeiro, nós gostaríamos, nesse momento, de externar os nossos agradecimentos ao Governo do Quebec e à Universidade de Laval. E o faremos mediante a entrega de 2 mimos. Por favor, Rogério. Gostaríamos de fazer a entrega de uma placa e de um livro sobre a ciência da administração do Brasil, inicialmente ao representante do governo do Quebec, diretor para a América Latina e Antilhas do Ministério de Desenvolvimento e Importação e Exportação, Monsieur Rafael Sanchez, s'il vous plaît. E agora gostaríamos de homenagear essa magnífica universidade, onde nós estamos sendo acolhidos para o desenvolvimento deste congresso. Gostaríamos de entregar esta placa e este livro sobre a ciência da administração ao senhor reitor da universidade, Monsieur Denis Brière, s'il vous plaît. Muito obrigado, Messias Ansu. Um excelente congresso para todos nós. Bien, ceci termine notre cérémonie d'ouverture. Donc, on va commencer notre conférence. J'ai l'honneur de présider la première conférence principale
comme vous le savez tous, le thème central de ce congrès, 6e congrès mondial d'administration, est le suivant. Les entreprises face à l'environnement mondialisé et turbulent. Comme vous le savez tous aussi, que plus que jamais, on vit dans un monde incertain. La crise économique mondiale, émergence des nouveaux acteurs, des conflits nouveaux comme anciens, etc. Donc aussi grand défi pour les ressources, pour l'environnement, pour la justice sociale. Donc dans ce contexte-là, je pense que nous avons raison de commencer notre première conférence avec une mise au point. Donc le thème de cette première conférence principale est la crise économique mondiale et l'avenir de la mondialisation. Le conférencier, notre conférencier, c'est une personnalité très très connue mondialement. Et surtout, personnellement, je suis très impressionné parce qu'il est la personne très très titrée au sein du gouvernement fédéral canadien. Tour à tour, il était ministre responsable de la francophonie, de la coopération internationale, du développement des ressources humaines, du commerce international, responsable des langues officielles, des affaires intergouvernementales, de la santé, des affaires étrangères du gouvernement du Canada. Au cours de son mandat de ministre des Affaires étrangères, il s'est imposé comme leader pour le monde des affaires et aussi comme analyste auprès des médias relativement aux enjeux liés au GATT, à l'Organisation mondiale du commerce, aux négociations de libre-échange en Amérique du Nord. Son implication dans les enjeux du commerce international l'a mené à une nomination au cabinet fédéral avant son élection au parlementaire. À titre de ministre, il a présidé plusieurs groupes de travail sur des dossiers complexes de négociations commerciales internationales, a dirigé plusieurs missions en Europe, en Asie, en Afrique et au Mexique. Son expertise internationale l'a amené au poste des ministres très très importants. Merci infiniment, professeur Zhang Su, pour votre bien aimable, généreuse présentation ce matin et pour votre invitation à venir vous présenter mon analyse, mes réflexions sur la situation géopolitique avec quelques réflexions macroéconomiques. Bem-vindos, bem-vindas à Québec, à nos amis brésiliens. Je suis toujours très content de visiter votre pays, le Brésil. Je siège maintenant d'ailleurs sur 2 conseils d'administration canadiennes, mais dont les activités sont essentiellement au Brésil. Alors, j'ai au moins 3 ou 4 fois par année maintenant la chance de me rendre au Brésil et c'est toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir que j'y vais. Mais je suis ravi que vous soyez à Québec, une ville nordique par rapport à Rio de Janeiro ou São Paulo ou les magnifiques villes du Brésil. Mais je veux vous dire que dans la tradition de Jacques Cartier, qui a été bien évoquée, et de ce premier mariage consenti, je veux vous assurer que cette ville a contribué dans la foulée de Jacques Cartier et à la demande du roi Henri IV de France. Les premiers colons qui se sont établis ici, cette ville fondée par Jacques Cartier, maintenant plus de 400 ans, était incités par le roi Henri IV de France à marier des Amérindiennes. Et c'était un rapport sous le régime français, et notamment sous l'impulsion de Henri IV, dans la foulée de Jacques Cartier. C'était très encouragé et bien vu pour les colons de marier des Amérindiennes, surtout si elles étaient Huronnes, je dois dire. Il y avait une prédilection du côté des Hurons, mais là, je ne commençais pas à rentrer dans les alliances et les mésalliances qu'il y avait dans les différentes communautés, mais je peux vous assurer qu'il y a eu après ce mariage brésilien, de nombreux autres qui ont suivi dans cette tradition.
Mais écoutez, je crois que le thème que le professeur Chang-Soo m'a confié est intéressant. En ouverture de congrès, vous aurez des réflexions beaucoup plus pointues au plan de l'administration. La responsabilité que le professeur Chang-Soo, avec qui j'ai le plaisir de travailler, avec le comité aviseur de la chaire Jaruzelski, ici à Laval, m'a demandé de mettre la table. Alors, je suis venu aujourd'hui mettre la table un petit peu sur la situation dans laquelle nous sommes et partager mes réflexions sur l'évolution extrêmement importante que nous sommes en train de vivre. La première chose que je dis régulièrement à mes clients, aux gens qui viennent me voir, la pire erreur que vous pouvez faire aux entreprises, c'est de penser que nous allons ressortir de cette récession dans un monde semblable à celui qui existait il y a 3 ou 4 ans. Très souvent, on pense, bon, il y a des récessions, c'est normal, il y a des cycles économiques, et une fois que la récession est terminée, on revient au point de départ. On revient à la case départ simplement et on continue. Le monde, l'économie dans laquelle nous sommes en train d'émerger est un monde radicalement différent de celui que nous avons quitté il y a 4 à 5 ans. Pourquoi? Parce que cette récession n'est pas le produit simplement d'un cycle économique comme il en arrive dans le système capitaliste normal. C'est une crise économique financière qui a amené cette récession. Et donc, quand on parle d'une crise financière, on parle d'une crise des institutions à la base du système qui ont été extrêmement affaiblies par une confiance plus qu'ébranlée de la part des citoyens et des consommateurs. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, je pense qu'il faut comprendre l'histoire de ce système. Permettez-moi de faire un petit peu d'histoire et de revenir à l'univers dans lequel nous avons vécu, qui a particulièrement bien servi un pays comme le Canada, où nous avons réussi à bien jouer nos cartes. Mais le système de 1945, le système de Bretton Woods, les institutions des Nations Unies, le système de Bretton Woods, où les Américains, les Anglais, qui avaient gagné la Deuxième Grande Guerre mondiale, ont doté le monde d'institutions basées sur le principe du multilatéralisme. C'est la première fois qu'un pouvoir dominant le monde choisissait d'établir des institutions multilatérales où les pays prenaient ensemble des décisions sur l'avenir au plan financier, au plan économique, au plan du commerce. Alors, il y avait le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, bien sûr le GATT, devenu Organisation mondiale du commerce pour libéraliser le commerce et bien sûr régler les litiges. D'ailleurs, je suis en ce moment panéliste à l'OMC. Parmi mes responsabilités, je suis justement panéliste en ce moment à l'OMC sur un conflit entre le Brésil et les États-Unis, où les États-Unis accusent les Américains d'adopter des pratiques de dumping contre certains jus d'orange. Alors, c'est le lieu à l'OMC où on a des panélistes comme moi qui vont servir de système pour trancher qui des producteurs brésiliens ou des Américains ont raison dans ça. Autrefois, ce sont donc des systèmes, si vous voulez, multilatéraux qui ont beaucoup, beaucoup bénéficié. Mais l'international, c'est très différent de la mondialisation ou de la globalisation. Les gens n'ont pas suffisamment réfléchi à la différence entre ces deux régimes. L'internationalisation, qui encourageait le multilatéralisme et vice-versa, reposait sur le pouvoir des États. C'était les gouvernements qui négociaient entre eux. L'internationalisation, c'était entre les nations. Est arrivé avec les progrès technologiques et avec les libéralisations et les déréglementations que les États ont choisi de réaliser dans les institutions internationales, l'effacement des frontières. Et donc, à l'internationalisation a succédé le phénomène de la mondialisation.
Mondialisation veut justement dire qu'il n'y a plus de frontières entre les pays ou qu'à tout le moins les frontières sont devenues beaucoup plus perméables. Donc, l'internationalisation a cédé le pas à la mondialisation, et bien pour deux raisons, en fait deux ordres de raisons. Les raisons technologiques, les communications, on a tous avec nous des BlackBerry, des cellulaires ou des téléphones où on peut communiquer les uns avec les autres, et il n'y a pas de gouvernement maintenant qui peut contrôler les communications. Et nous avons également des choix gouvernementaux qui ont amené certainement la réduction de l'importance des frontières. On les a rendues beaucoup plus perméables. Donc, le phénomène de la mondialisation est, à mon avis, plusieurs ont dit, avec la crise financière, la crise du modèle anglo-saxon du capitalisme, comme il s'est développé depuis 25-30 ans, on devra probablement voir un stop à la mondialisation. Je ne crois pas. Pour ma part, je crois que le phénomène de la mondialisation repose davantage sur des progrès technologiques qui fait que les libertés données par ces progrès de la technologie nous amènent inévitablement à nous avancer encore davantage dans la voie de la mondialisation qui remplace le phénomène de l'internationalisation, même si on croit que le gros de l'État et du gouvernement doit être revalorisé au cours des prochaines années. Mais donc, 1945, système multilatéral, avec l'internationalisation, les 30 années de croissance économique qui ont été absolument magnifiques, les 30 glorieuses, on est arrivé à une très, très grande confiance dans le système, en fait, dans les pays de l'Ouest, dans les pays de l'Occident, par rapport à la rivalité de la guerre froide à l'époque, avec le modèle communiste de l'Union soviétique. En 79-80, le système international multilatéraliste connaît ses premières contestations. Et singulièrement, les premières contestations du régime sont venues des deux fondateurs du régime, Mme Thatcher, première ministre de la Grande-Bretagne, et Ronald Reagan, devenu président des États-Unis, qui a embrassé la théorie de Mme Thatcher, où tous les deux ont dit « le gouvernement, c'est le problème ». Le gouvernement, c'est le problème. Et ils se sont tous les deux attaqués à réduire considérablement les pouvoirs du gouvernement. Ils ont imposé dans les institutions de Bretton Woods, que ce soit au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, au GATT, devenu OMC, un programme que nous appelions le consensus de Washington, que j'ai souvent comme ministre déploré publiquement dans plusieurs de mes discours, les gouvernements brésiliens aussi d'ailleurs, mais le consensus de Washington qui reflétait l'idéologie Thatcher-Reagan reposait sur trois grandes orientations. La privatisation, l'État devait privatiser ses actifs, la libéralisation, éliminer les douanes, les tarifs, les barrières au commerce et déréglementation. Le gouvernement devait se désarmer, devait éliminer le plus possible les réglementations. Et donc, c'était le recul de l'État. Et Ronald Reagan, dans sa formule simpliste, l'avait dit, le gouvernement, c'est le problème. Alors, éliminons le gouvernement, puis on élimine les problèmes. Et il y a eu donc une décennie de Thatcher-Reagan où on a amené et imposé au reste du monde, à travers le système de Bretton Woods, les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire un pays du Sud avait besoin d'un prêt à la Banque mondiale ou d'un financement au Fonds monétaire international, alors on lui disait, on te consent ce prêt à condition que tu prennes cette médecine de cheval. La médecine de cheval étant de déréglementer, privatiser, libéraliser. Et ça fait beaucoup de tort à beaucoup d'économies du Sud. Il faut être réaliste qu'on a endommagé sérieusement certaines économies avec cette approche. 1989, la chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin et l'implosion de l'Union soviétique. L'implosion de l'Union soviétique qui, évidemment, amène avec lui l'élimination du modèle de communistes où l'État faisait tout, planifiait tout et s'occupait de tout. Et donc, en 1989, on est entré dans une période non plus de confiance. Reagan reflétait la confiance.
On est arrivé à Clinton, en fait, George Bush, 41, comme on dit aux États-Unis, Bush 41, le premier des deux Bush, que nous avons eu le plaisir de connaître comme président de nos chers voisins, qui est entre nous, le Brésil et le Canada. Mais donc, cette Bush-Clinton ont remplacé la grande confiance par une exubérance. Et on a connu aux États-Unis une exubérance. Clinton avait pris le pouvoir aux États-Unis à partir de la droite du Parti démocrate, comme Tony Blair, quand il a remplacé les conservateurs de Mme Thatcher et de John Major, avait aussi pris le pouvoir du Parti Labour, du Parti travailliste, par la droite. Le New Labour et les New Democrats étaient tous les deux à la droite, donc achetant essentiellement l'idéologie Thatcher-Reagan. Toutes les années 90 ont été une continuation de cette idéologie, même par leurs adversaires. Et c'est ça qui a créé une ère politique. L'ère Thatcher-Reagan s'est maintenue après eux parce que même leurs adversaires ont été obligés de prendre leur idéologie pour se faire élire. Et ça, c'est dominé, si vous voulez, au-delà de ses propres années. L'exubérance des années Clinton est devenue une arrogance dans les années George Bush 43, les 2000-2008, où le multilatéralisme des institutions de l'ONU ou du Fonds monétaire international devenait carrément l'unilatéralisme du président Bush qui déterminait qu'il y aurait des changements de régime dans tel pays, puis on fait la guerre et tout, sans mandat des Nations unies, sans mandat de l'OTAN, sans mandat international. Et donc, le multilatéralisme créé par les Américains, à leur plus grande gloire. Je crois que les États-Unis ont donné au monde la meilleure architecture au moment où ils étaient au pouvoir en 1945, une architecture magnifique. Mais ils l'ont affaiblie à partir de Reagan et vraiment abandonnée sous George Bush, avec un unilatéralisme où les États-Unis étaient les seuls ayant du pouvoir à travers le monde. De 1989 à la présidence de George Bush, le bilatéralisme avait été remplacé par cet unilatéralisme où les États-Unis ont dominé le monde pendant 15, 18, 20 ans. Et voilà ce qui arrive quand il n'y a pas de contrepoids, quand il n'y a pas d'institution pour nous stopper, avec cette mentalité où le gouvernement ne pouvait plus rien faire, rien réglementer. Eh bien, le marché, qui est un endroit magnifique pour créer de la richesse. Le marché est un endroit magnifique pour l'innovation. Nous avons besoin d'un libre marché, c'est clair. Mais laissé à lui-même, il fait des bêtises. Laissé à lui-même, le marché va inévitablement faire des abus, faire des excès. Et s'il n'y a pas de balises déterminé par le gouvernement et par l'État, le marché va inévitablement aller trop loin, et c'est ce qui est arrivé dans la machine. La présidence Bush a encouragé, de par la mentalité qui régnait, les gens à aller beaucoup trop loin. Moi, je le voyais. J'étais ministre. Il y a un grand avantage à être ministre, c'est que même si on n'a pas un gros salaire, on va manger dans les beaux restaurants. On nous invite toujours dans les endroits qui étaient magnifiques. Et je me souviens que j'allais à New York et j'allais à Londres les mardis soirs et je mangeais dans des très beaux restaurants élégants où tout coûte très cher. Ça coûte en livres anglaises ce que ça coûtait en dollars canadiens. Ça coûtait extrêmement. Mais je voyais entrer des mardis soirs de la belle jeunesse, 28, 29, 30 ans, des jeunes qui commencent leur carrière, mais qui en avaient déjà sur le dos avec la montre Cartier, les souliers Gucci, les ceintures Ferragamo, les habits taillés à 2000 $. Et tu te dis, mais comment à 29 ans, il peut se payer ça? Wall Street. Il travaille à Wall Street. Elle travaille à Wall Street. C'était des génies financiers, diplômés de Harvard, pas de l'Université Laval, pas des sciences d'administration de l'Université Laval. Ils ont bien mieux appris ici, à l'Université Laval. Mais ces petits génies sont arrivés avec des produits financiers que les banquiers traditionnels ne comprenaient pas. Puis vous savez, comme moi, ce qui arrive très souvent quand on est un peu plus âgé,
souvent moins instruits que ceux qui nous succèdent, on n'ose pas poser les bonnes questions. Et plutôt que de dire « je ne le comprends pas, ton produit financier », les credit agencies, les agences de crédit, donnaient des AAA, des AAA. Les vieux banquiers traditionnels ont acheté ça. Et ça a fait la crise financière absolument incroyable, avec des papiers commerciaux qui ne valaient pas grand-chose. Ce sont des abus carrément de gens qui avaient trop faim de profits rapides et qui ont évidemment attaqué énormément la crédibilité du modèle anglo-saxon du capitalisme. Plusieurs disent, que va-t-il arriver? Écoutez, la récession démontre manifestement qu'il y a d'autres voies vers la prospérité. On voit très bien que les économies du Sud reprennent du galon, les économies émergentes reprennent du galon, reprennent de la prospérité beaucoup plus rapidement que les économies des pays riches. L'Europe s'en remet, le moteur allemand continue de fonctionner, mais on est dans des croissances de 1,5 %. L'Amérique du Nord, Canada va bien, Canada va pas mal, on va avoir du 3,4, 3,6 cette année, probablement 2,8, 3 % l'année prochaine. Pour un pays développé, un pays riche, c'est pas mal. Aux États-Unis, c'est plus incertain. Mais vous voyez très bien au Brésil les 7, 8 8,5 %. Vous voyez la Chine à 11, 12 %. Vous voyez l'Inde à 9 %. Et donc, vous avez les économies émergentes. Et ce qui est encore plus significatif par rapport à la situation antérieure, c'est qu'il y a de plus en plus d'échanges sud-sud. Tout ne passe plus par le nord. Et ça, c'est absolument révélateur, significatif et porteur d'avenir. Et je passe mon temps à le dire au Canada, aux entreprises canadiennes, il faut absolument mieux positionner le Canada dans le commerce sud-sud. Parce que c'est là que l'avenir se passe. Il faut maintenir nos positions sur le marché américain, c'est évident. Il faut maintenir nos positions en Europe. Il faut pas, ce que nous avons, il faut l'entretenir, le développer dans la mesure du possible, mais le véritable avenir est dans le commerce sud-sud. Vous savez très bien que le premier partenaire commercial du Brésil, c'est la Chine. Ça, c'est étonnant. On vous aurait dit ça il y a 3 ans, vous ne l'auriez jamais cru. Toutes les politiques étaient plutôt orientées vers l'accès au marché américain, mais la donne est radicalement différente. Et la Chine, l'Inde, j'ai rencontré, la semaine dernière, j'étais à Washington et je rencontrais les autorités d'un think tank, là, vous savez, d'un groupe de réflexion qui analyse très sérieusement l'économie en 2050. Et faisant toutes sortes de prévisions et d'analyses. Et l'étude n'est pas sortie encore, mais devrait sortir, on croit, décembre ou janvier. Il disait sur les 10 principales économies, les 10 plus grandes économies en 2050, on s'attend à ce que 6 d'entre elles soient en Asie. 6 des 10 plus grandes économies en 2050 devraient être en Asie. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Indonésie, la Corée, le Vietnam. Le Vietnam, qui était un pays extrêmement pauvre il y a 20 ans, 25 ans, comme la Corée était extrêmement pauvre dans les années 50. Il y a une chose qui est très claire pour moi. Évidemment, le Brésil en est, vous le savez très bien. Le Brésil est déjà la 9e plus grande économie au monde, alors, et en progression. On sait très bien que le Brésil fait partie des acteurs émergents fondamentaux. Et je suis très heureux que vous soyez ici aujourd'hui à Québec et que vous nous aidiez, les Québécois, à bien comprendre l'importance du Brésil parce que je crois que nous devons faire beaucoup plus d'affaires ensemble entre le Brésil et le Québec. C'est absolument clair. Mais donc, dans les 10 plus grandes économies, 6 d'entre elles seront là. Moi, pour ma part, si je regarde l'Asie, et si je regarde, il y aura des ratés. Il y a 25 ans, nous parlions du Japon comme aujourd'hui on parle de la Chine. Et toutes les projections disaient que le Japon allait dominer le monde. Et on sait très bien que depuis 20 ans, le Japon n'a pas fait grand-chose. C'est du surplace et ils ont énormément de problèmes. Il y a des problèmes qui vont arriver en Chine, c'est absolument clair. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils sont sur une voie d'inévitable croissance continue. Ils vont avoir de gros problèmes.
Et à mon avis, un des problèmes fondamentaux, c'est que là, j'entends parler, on parle du capitalisme d'État. Les échecs de l'ère Thatcher-Reagan ayant remis en question le modèle anglo-saxon du capitalisme, on dit quelles sont les économies qui émergent. Le Brésil, la Chine, ce sont tous des pays où l'État joue un rôle important dans la structure industrielle du pays, où l'État est souvent lui-même un des acteurs dans les plus grandes entreprises de ces pays. Vous avez très souvent le gouvernement lui-même actionnaire et qui est impliqué. Moi, je pense que c'est exagéré de se diriger vers un capitalisme d'État. Je ne crois pas que ça peut durer longtemps. Je crois que fondamentalement, ce qui a amené la richesse des pays émergents, ça a été la plus grande ouverture au libre marché. Si la Chine, elle était où elle est aujourd'hui, c'est qu'à partir de Deng Xiaoping en 1978, on a adopté le marché comme levier. On a choisi de jouer le jeu du libre marché. Ça a été le deal de Deng Xiaoping avec les Chinois après les tragédies de la révolution culturelle et les dernières années tristes de Mao Tse-tung. Deng Xiaoping a fait un accord avec son peuple et il a dit « La prospérité contre votre liberté. Nous allons vous laisser gagner la prospérité, mais par contre, pour la liberté, il faudra revenir. » Et ça, c'était pour la première génération, c'était porteur. Si vous n'avez rien, ni prospérité, ni liberté, et on vous fait miroiter la prospérité, vous embarquez. Et ça veut dire a très bien fonctionné pour la première génération, où, en effet, on a créé en Chine maintenant une prospérité assez remarquable, une économie dynamique, sauf que ça ne marche pas nécessairement pendant 2, 3 et 4 générations. Parce que ceux qui, aujourd'hui, profitent de cette prospérité, eh bien, ils disent, ben oui, mais la liberté aussi, ça m'intéresse. Je suis très content des droits économiques, mais où sont mes droits politiques? Et il y a une chose où Karl Marx se trompait très, très clairement, c'est que les gens qui font des révolutions, ce ne sont pas les pauvres. Les pauvres sont généralement trop démunis pour être organisés. Ceux qui font la révolution sont généralement les bourgeois. Prenez en France, 1789, ce qui est arrivé, c'est que vous aviez eu des industrialistes français, des marchands français qui avaient été très compétents et prospères au 18e siècle et qui, avec tout le pouvoir économique qu'ils avaient assemblé, ont essayé de faire prendre des décisions politiques par le roi qui a quitté le Louvre pour aller à Versailles, où il s'est isolé encore davantage des Parisiens. Et là, il vivait dans sa cour avec ses aristocrates. Alors, ils avaient de très belles perruques, de la poudre sur le nez, un petit point noir par-ci, par-là. Ils dansaient le menuet à perfection. Ils allaient à la chasse tous les jours de la semaine, mais ils ne comprenaient rien à l'économie. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que les acteurs économiques, les industriels français et les marchands français ont dit, écoutez, là, vous ne prenez pas les bonnes décisions par rapport à l'avenir de la France. Ils ont essayé de négocier, ça n'a pas marché. Ils les ont raccourcis d'un pied, 10-12 pouces, et donc, ils ont pris le pouvoir politique. Le problème, c'est que la liberté, elle est une. Vous ne pouvez pas créer la croissance économique en donnant les libertés économiques sans qu'un jour, on vous réclame les libertés politiques qui vont avec. Et laisser le pouvoir, je le sais, j'ai été au pouvoir 10 ans. Personne ne laisse le pouvoir de gaieté de cœur. Aucune grande carrière politique ne termine bien. Toute carrière politique se termine soit sur une obligation constitutionnelle, comme celle du président Lula, toujours extrêmement populaire, mais qui est obligé de s'en aller de par la Constitution du Brésil qui ne lui permettait pas de briguer un nouveau mandat, ou dans nos systèmes où il n'y a pas de limite de mandat, ça tombe dans un échec. De Gaulle est tombé dans un référendum perdu. Churchill a été battu aux urnes, les plus grands leaders du monde. Et je ne connais personne qui quitte la politique de gaieté de cœur. C'est une drogue, la politique. Le pouvoir politique, c'est très fort. Et donc, il ne peut pas ne pas y avoir un conflit important entre le pouvoir politique et le pouvoir économique, un jour ou l'autre en Chine. Et je ne vous parle pas des 3 prochaines années, mais je parle d'un cycle de 10, 20, 30 ans, selon la sagesse que les leaders politiques prendront. Je crois qu'en Inde, où on a les mêmes taux de croissance, presque,
et où on a déjà la règle de droit, les risques sont beaucoup moins grands parce qu'ils ont déjà l'exercice de la politique. D'ailleurs, si vous comparez les deux pays, en Chine, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des décisions politiques dans le sens des policies. Je ne sais pas, en français, je ne sais jamais comment dire, mais les lignes de politique à prendre sont prises en vase clos. C'est des petits comités à Beijing qui prennent des grandes décisions et compte tenu du régime politique qu'ils ont, tout le monde embarque dans des décisions qui sont prises un peu en vase clos et l'exécution est parfaite. Les Chinois font l'exécution des grandes politiques décidées en petits groupes d'une manière extrêmement bien. En Inde, le développement des politiques publiques est déterminé d'une manière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus large. Il y a des débats dans les parlements, il y a une presse avec de la liberté, il y a des tribunaux pour tester certaines de ces politiques. C'est beaucoup plus ouvert et donc inévitablement beaucoup plus... c'est une meilleure manière de développer des politiques publiques. Mais en Inde, c'est dans l'exécution que la bureaucratie s'enfarge partout et c'est beaucoup plus pénible d'exécuter les bonnes politiques qui déterminent, mais dans l'exécution, ils sont moins bons. Mais un dans l'autre, avec les années, je crois que de développer de meilleures politiques publiques, tu peux finir par corriger tes problèmes d'exécution, et je crois que c'est ce vers lesquels on est en train de se diriger. Parce que la liberté économique qui a permis à l'émergence, le fait que ce soit le libre marché qui a amené toute la prospérité, inévitablement, même si le modèle de capitalisme anglo-saxon est contesté, inévitablement, je crois que les gens ne renonceront pas nulle part à la liberté de marché. Là où il y a une redéfinition à faire, c'est dans le rapport entre le gouvernement et l'État, et le marché. C'est-à-dire que les Alan Greenspan de ce monde, le gouverneur de la Banque des États-Unis, président de la Federal Reserve, comme on dit chez eux, disait « J'ai toujours pris pour acquis que les grandes institutions s'auto-réglementeraient. » On savait qu'il y avait une bulle. Il le savait très bien, mais il n'a jamais osé crever la bulle pensant que les institutions s'auto-réglementeraient. C'était une lubie. C'était une lubie. De dire qu'on ne le voyait pas venir, c'est pas vrai. Ceux qui, comme moi, aiment lire The Economist. Moi, je trouve que le magazine The Economist, c'est absolument magnifique. Il y a 5-6 ans, on avait, en première page de The Economist, il y avait une caricature d'une énorme balloune avec remplie de maisons et d'immeubles. Et il y avait en dessous un petit bonhomme avec une épingle pour crever la balloune, et c'était la caricature d'Alan Greenspan. Et le titre disait « Will he » ? Le fera-t-il ? Va-t-il crever la balloune? Et il ne l'a pas fait. Et c'est ça le problème. Donc, moi, je crois que les prochaines années vont nous amener non pas à éliminer la liberté de marché qui a tellement démontré qu'elle fonctionnait bien depuis 60 ans, même dans les pays où l'État continue de jouer un rôle considérable, mais je crois qu'on s'en va vers un système où le marché et l'État vont devoir coopérer d'une façon beaucoup plus intelligente, avec une complémentarité au service du citoyen, au service de l'individu. Le capitalisme d'État, c'est lorsqu'on se sert du libre marché pour renforcer l'État, pour renforcer le gouvernement. C'est ce que la Chine a joué depuis quelques années. Inévitablement, il va y avoir un déplacement vers le citoyen, vers l'individu. Et donc, c'est comment le gouvernement, en travaillant avec le marché, peut-il améliorer la situation matérielle, juridique, au plan de la liberté, au plan du confort de l'État. Et donc, là, vous allez me permettre de vous dire à quel point au Canada, je crois que nous en sommes très bien tirés. Vous l'aurez remarqué, que dans tous les pays anglo-saxons, heureusement, ils ont le Québec. Et c'est ça qui a aidé beaucoup le Canada. C'est que nous avons maintenu au Canada, et souvent d'ailleurs à cause de l'influence des Québécois dans nos institutions, un rôle pour l'État plus considérable qu'ailleurs, dans les pays anglo-saxons.
J'aime toujours d'ailleurs attribuer ça à la contribution que les Québécois font dans notre système, dans nos institutions canadiennes. Et donc, nous avons maintenu un gouvernement avec des réglementations. Au Canada, il n'y a pas une banque qui est tombée. On n'a pas eu à faire aucun achat public de banque avec les taxes des citoyens canadiens. On a donné quelques marges monétaires, mais les banquiers me disent que les marges monétaires, pour leur permettre de passer au travers de la crise, les flexibilités monétaires, ils ne s'en sont servis que 2 ou 3 semaines. Et ils sont passés au travers, aucune compagnie d'assurance n'est tombée, il n'y a pas eu cette crise-là. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on a fait beaucoup de privatisations dans les années 80, dans les années de M. Mulroney. Privatisé Canadair, qui a été vendu à Bombardier. On a vendu Canadien National, Via Rail, qui a été privatisé et tout. Mais on n'a pas déréglementé, on n'a pas désarmé le pouvoir de l'État, qui a continué donc de pouvoir baliser le marché d'une façon qui a permis à l'économie canadienne de s'en sortir beaucoup mieux que l'économie américaine. Et donc, je crois que c'est là qu'il faut travailler, c'est dans cette capacité de voir le gouvernement protéger le citoyen, s'assurer que le marché ne devienne pas trop émotif et ne s'emballe pas trop pour faire les bévues et les excès qu'il a fait, mais c'est cet élément-là, à mon avis, qui fait que le modèle capitaliste, sans aller dans un capitalisme d'État où le marché est là pour renforcer l'État, doit se diriger vers une productivité de l'économie en faveur du citoyen plus large, et c'est le rôle du gouvernement de faire la redistribution. J'étais à cette conférence à Washington la semaine dernière, et par exemple, si on compare à l'Asie, le problème en Amérique latine, vous êtes probablement mieux à même que moi de comprendre cette réalité-là, mais c'est la redistribution de la richesse. Il faut qu'il y ait une meilleure redistribution de la richesse pour que le citoyen donne 100% de sa compétence, 100% de son effort. Et l'éthique du travail en Asie est une éthique du travail, on valorise l'éducation, est extrêmement importante parce que le citoyen sent qu'il peut améliorer sa situation. Et moi, je dis toujours, il faut qu'on arrive en Amérique latine où il y a des croissances d'à peu près 4% en moyenne. Le Brésil fait mieux, en moyenne, on est à 4%, mais il faut que l'Amérique latine améliore sa croissance économique au niveau des croissances asiatiques. Et je crois que l'État continue d'avoir un rôle, non pas dans les politiques industrielles, à choisir qui seront les entreprises gagnantes et les entreprises dont on doit désinvestir. Ça, je crois que le marché peut mieux le faire que l'État. Mais l'État doit s'assurer qu'il y a un système d'éducation qui permette aux citoyens de sentir qu'il peut s'avancer, qu'il y ait des infrastructures qui doivent être publiques et qui permettent à l'économie de se développer. Et je crois que de ce côté-là, on est en train de faire des progrès importants. 2 minutes avant de passer aux questions, parce qu'on a une période de questions. Alors, j'aimerais beaucoup répondre à vos questions, parce que peut-être que tout ce que j'ai dit ne vous intéressait pas du tout. Alors, si c'est le cas, vous aurez l'occasion, au moment des questions, d'attirer mon attention sur des préoccupations que vous avez. Ça me fera plaisir de partager mes points de vue. Mais juste pour vous dire, nous sommes en train donc de redéfinir l'architecture institutionnelle. On est passé du G7, G8 à un G20, et il était inévitable que le G20 finissent par émerger, mais comprenons-nous, le G20 ne remplace pas le G7 ou le G8. Le G20, ce n'est pas un G7 avec plus de chaises autour de la table. C'est un autre animal. C'est un tout autre contexte. Le G7 était un club de pays développés qui se réunissaient entre eux pour protéger des acquis et renforcer leur situation, mais ils pensaient tous à peu près pareil. Au G20, vous avez des pays qui émergent, qui veulent prendre plus de place dans l'ordre international et qui viennent contester l'ordre établi, non pas essayer de le protéger comme le G7. Et donc, vous allez avoir une dynamique beaucoup plus difficile au G20, beaucoup plus difficile pour prendre des décisions également, puisque l'objectif est plus diffus et plus difficile à orienter. Nous sommes partisans du G20. D'ailleurs, le G20 est venu à la suite de 2 crises bancaires. Le G20 des ministres des Finances est venu à la suite des crises financières
bancaire asiatique, les années 80. D'ailleurs, notre ancien premier ministre, qui était ministre des Finances à l'époque, Paul Martin, était l'instigateur du G20 des ministres des Finances, parce que le Fonds monétaire international ne livrait pas la marchandise. Le Fonds monétaire international est incapable de faire face à la crise financière. On a créé le G20 des ministres des Finances. Nous avons essayé, quand Paul Martin est devenu premier ministre, moi j'étais son ministre des Affaires étrangères, et nous avons essayé de faire le G20 au niveau des leaders, au niveau des chefs de gouvernement, et ça n'a pas marché. Le Canada en faisait la promotion, mais il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. George Bush était contre, les Japonais étaient contre, parce qu'aussitôt qu'on parle d'amener la Chine, les Japonais sont contre. Enfin, on n'a pas pu le faire. Ça a pris une autre crise financière, une autre crise bancaire, pour permettre au G20 d'arriver au niveau des chefs de gouvernement et des chefs de chefs de gouvernement et chefs d'État. C'est, à mon avis, la voie, mais elle sera très difficile parce que, comme je dis, les consensus ne seront pas évidents à faire au G20, beaucoup plus difficiles que ça ne l'était au G7. Mais je sais que le Brésil va jouer un rôle important dans ce forum. Je crois que nous avons, le Canada et le Brésil, un très grand intérêt à ce que le G20 fonctionne. Et je vais vous dire pourquoi. S'il ne fonctionne pas, la tentation de faire un G2, Chine, États-Unis, va être trop grande. Et ça, on y est tous perdants. Si on permet l'émergence d'un G2 pour diriger les grandes institutions internationales parce qu'on n'a pas eu la sagacité et la discipline de faire marcher le G20, les Brésiliens et les Canadiens, je prends une bonne expression québécoise, on se retrouve gros gens comme devant. Bonne chance au traducteur. On se retrouve gros gens comme devant. Je suis sûr que vous avez une bonne expression brésilienne pour dire la même chose. Mais voilà, donc travaillons ensemble dans le contexte des nouvelles institutions internationales et souhaitons-nous bonne chance entre amis, mais devenons davantage partenaires d'affaires. Il y a beaucoup à faire entre le Brésil et le Québec et merci infiniment d'être ici aujourd'hui à Québec. Obrigado. Senhor. Sim, pois não. Bom dia novamente, parabéns pela conferência, senhor ministro, foi muito boa e muito esclarecedora. Eu tenho uma pergunta aqui, um tanto provocadora, dentro da temática que o senhor colocou, no que diz respeito à questão do processo de distribuição de riqueza. Nós, enquanto humanidade, vamos assim dizer, passamos por um problema que, no meu ponto de vista, é algo, chega a ser uma patologia, que é a incapacidade que nós temos para dividir. Isso talvez advenha da essência egoísta, vamos dizer assim, do ser humano, em alguns pontos de vista já observados em literaturas. Muito bem. O que eu quero dizer? Se nós sabemos que o sucesso, vamos dizer assim, o futuro da humanidade depende de uma maior distribuição de riqueza, de uma maior igualdade dentro desse processo de universalização de direitos, de acesso a determinadas bens e direitos propriamente ditos, como é que, entende o senhor, estamos caminhando, enquanto sociedade, para alcançar esse propósito? Ou se não, se talvez estejamos caminhando dentro de uma perspectiva autodestrutiva, porque não vimos dessa maneira. Como é que seria isso? Voyez-vous, ma conviction profonde, c'est que le marché va toujours être un lieu de prédilection pour l'individu. Donc, l'individu qui veut travailler davantage, qui a un instinct entrepreneurial plus considérable, doit y trouver les récompenses pour valoriser son effort. Mais je dis que les pouvoirs publics, et c'est pour ça que je dis qu'il faut revaloriser le rôle du gouvernement, et je le dis non pas dans le développement de politique industrielle et de prendre des décisions que le marché peut très bien prendre, mais ce que le marché ne fera pas, c'est de s'assurer que la main-d'œuvre de demain soit à la hauteur de ses besoins. Le marché le sait qu'il a besoin que nous ayons un très bon système d'éducation pour avoir les talents et la main-d'œuvre dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas le rôle du marché. À part de faire de la formation au niveau de l'entreprise, c'est le système public qui doit s'assurer que l'ensemble de la population, de toutes les classes, ait accès à l'éducation. Pourquoi? On ne sait pas si la personne la plus intelligente
sera né dans une classe supérieure ou dans une classe laborieuse et plus pauvre? On ne sait pas. Vous avez tous connu des gens riches qui étaient pas mal stupides, ou qui étaient nés, qui étaient des gens stupides qui sont nés dans des bonnes familles. Et vous avez tous connu des gens très intelligents qui venaient de familles pauvres. Et donc, il faut s'assurer, et c'est la responsabilité de l'État, que tous aient accès à l'éducation pour que le talent monte, pour que la société aille chercher les meilleurs, ceux qui sont les plus, qui ont le plus d'envergure. Le premier ministre sous lequel j'ai travaillé pendant 8 ans et qui m'a nommé ministre la première fois s'appelle Jean Chrétien. Jean Chrétien, qui a bien dirigé le Canada pendant ces 10 années, était le 18e enfant d'une famille de 19 et fils d'un père ouvrier. Dans la Mauricie, dans le Québec profond, en Mauricie. Sauf que nous, c'était évident que c'était pas une famille où on pouvait aller dans les plus grandes écoles et tout. Sauf que le système d'éducation lui a permis de se rendre, de devenir avocat et de faire une carrière et tout. Je dis ça, c'est un exemple. Mais le talent ne vient pas nécessairement des classes les plus riches. Et donc, il faut s'assurer que par l'éducation, on aille chercher le talent partout. C'est la même chose pour la santé. Il faut permettre l'accès à la santé. L'avenir, par exemple, en Chine, où on voit très bien que le marché nord-américain, le marché américain entre autres, le marché européen, ne sera pas le moteur de la croissance économique qu'il a été depuis 1945. En fait, depuis 1945, on s'est tous enrichis, Brésiliens, Canadiens, sur le dos du consommateur américain, qui était assoiffé de consommation. Les Chinois ont financé leurs dettes et leur endettement avec plaisir. Mais on sait très bien que l'Américain, maintenant, doit baisser son niveau de dette et ne redeviendra pas le moteur de la croissance économique. La seule façon que la Chine peut s'en sortir, et le gouvernement chinois l'a bien compris, il faut que le consommateur, que le Chinois devienne davantage consommateur, lui-même, pour qu'il y ait de la prospérité. De quelle façon peut-il le faire? Uniquement s'il y a un régime de pension en Chine pour le travailleur chinois et s'il a un accès à la santé publique, de sorte que son niveau d'épargne pourra baisser. Le travailleur chinois, en ce moment, il épargne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de service public. Le jour où il y aura des services publics, il pourra baisser ses épargnes, augmenter sa consommation, faire croître l'économie chinoise, pas uniquement par l'exportation. Et c'est ça que je veux dire quand je parle d'un partenariat entre le gouvernement qui a un devoir de redistribuer la richesse. Par redistribuer la richesse, je veux surtout dire donner l'égalité des chances, l'égalité des opportunités. Je ne veux pas dire prendre des riches, donner aux pauvres, mais je veux que les pauvres aient les mêmes accès aux moyens publics de croître. Merci. Feliz de poder estar aqui nessa universidade. Meu nome é Celton, eu sou administrador de empresa de uma área de reflorestamento com teca no centro-oeste do Brasil. E eu gostaria de informar, e até já é de fato conhecimento de todos, que esse ano o Brasil cresce uma posição mais no G20, no comércio mundial, em função do aumento do seu PIB. Eu gostaria de saber a sua opinião quanto à nossa candidatura a um assento definitivo na ONU, na participação e a direito ao voto definitivo na ONU do Brasil. Difficile. C'est-à-dire que dans un monde idéal, dans mon livre à moi, aucun pays n'aura un droit de veto. Je trouve que l'institution des Nations Unies n'a pas été bien servie, a même été au contraire très limitée dans les interventions qu'elle a pu faire, parce qu'il y avait, dans mon livre à moi, 5 vétos de trop. Alors ne me demandez pas si je serais enclin à souhaiter qu'il y ait des vétos supplémentaires donnés à des pays comme le Brésil, dont j'attends beaucoup comme contribution au cours des prochaines années, parce que si vous ajoutez le Brésil, vous êtes obligé d'ajouter un autre Asiatique. Si vous ajoutez un Asiatique, il faudra qu'il y ait un Africain. Dans l'Afrique, on peut penser à l'Afrique du Sud, au Nigeria. S'il y a ça, il va falloir qu'on ait un pays musulman à un moment donné, parce qu'un pays à majorité musulmane va finir par dire « ça nous en prend un ». Et là, chacun de plus que vous avez
vous paralyser davantage l'institution qui a déjà été terriblement paralysée par 5 vétos. Alors, moi, je crois que dans la réforme des Nations unies, on doit s'attaquer au problème de fond, qui est 5 vétos de trop, plutôt que de consentir davantage de vétos. Très bien. La dernière question. Senhor. Bom dia a todos. Eu sou o professor Paulo Moreira, eu sou do Brasil, da Universidade de Cruzeiro do Sul. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao palestrante, Sr. Pierre. Está provado que o modelo econômico de neoliberalismo é um modelo perverso que não distribui renda. Tá? Milton Friedman, da Escola de Chicago, errou. O presidente do FED também errou, tá? Inclusive chorou, se arrependeu. Eu queria saber, então, a sua visão, se com o processo de globalização dos mercados sem fronteira, tá? Se esse processo ele vai trazer benefícios, principalmente para os países da América Latina, onde eu moro. Incluindo o meu país, por exemplo, tem uma série de problemas sociais. Tá? O discurso no exterior é que o Brasil está uma maravilha. Tá? Mas esse é um problema pessoal, eu não critico o meu país quando eu estou fora. Lá dentro eu sou um crítico ferrenho do atual governo. Tá? Mas eu não critico, não estou criticando. E sabemos que a América Latina é um país, é um continente com muitos problemas. Tá? E a globalização, em que ela vai ajudar o Brasil, principalmente, e os demais países da América Latina? Obrigado. Je suis entièrement d'accord que l'école de Chicago, Milton Friedman, nous ont envoyés dans une voie extrêmement périlleuse qui, en limitant la redistribution de la richesse et surtout en empêchant l'État de jouer le juste rôle qu'il doit faire pour encourager l'ensemble des talents qu'on a dans une société, c'était une erreur considérable. Maintenant, moi, j'aime beaucoup l'Amérique latine. Malheureusement, je ne parle pas le portugais, mais je parle bien l'espagnol. J'ai passé beaucoup de temps en Amérique latine. Vous vous souviendrez de la phrase qui a fait élire Bill Clinton contre George Bush. Il dit « It's the economy, stupid ». Je crois qu'on doit dire en anglais aussi au Brésil « It's the economy, stupid ». Même nous, au Québec, on va dire « It's the economy, stupid ». Quand je regarde la situation en Amérique latine, je suis renversé par le potentiel de ce continent, qui a beaucoup de ressources naturelles, qui a une très belle jeunesse, qui a une culture, deux cultures, avec la culture latine en général, qui est absolument magnifique, mais une identité très profonde. Ça, je suis toujours impressionné de la qualité identitaire que vous avez en Amérique latine. Parfois, nous, ici au Québec, on a la question identitaire, elle est bien gérée en Amérique latine. Mais autant aux États-Unis, Bill Clinton pouvait dire « It's the economy, stupid ». À chaque fois que je vais en Amérique latine, je dis toujours « It's the politics, stupid ». Les problèmes d'Amérique latine ne sont pas, à mon avis, d'ordre économique. Je crois que le potentiel économique d'Amérique latine est absolument extraordinaire, à la limite plus grand que celui de l'Asie. Mais mon Dieu que la politique en Amérique latine, et je parle, évidemment, je ne rentre pas dans le débat présidentiel brésilien que vous avez à l'heure actuelle, mais je parle de la politique en général, la tendance populiste. La tendance populiste en Amérique latine a tellement fait perdre d'occasion à des pays. L'Argentine était plus riche que le Canada en 1920. L'Argentine était plus riche que le Canada en 1920. Quand vous vous promenez dans les rues, vous voyez à Buenos Aires des immeubles centenaires, comme on n'en a pas, nous. Je parle de grands, parce qu'on n'avait pas d'argent. On était un peuple pauvre. Je parle des meubles anciens. Et, sauf que beaucoup de pays latinos ont cette tendance populiste, cette tentation populiste qui fait que la politique n'est pas à la hauteur du potentiel économique. Alors, moi, quand je suis en Amérique latine, j'ai toujours tendance à dire it's the politics, stupid. C'est ça la base. Ça va. La dernière question, rapide. Sim, não vai ser uma pergunta. Sou brasileira. Gostaria de agradecer a palestra, que foi muito oportuna, foi muito legal. Na primeira pergunta, o senhor deu uma solução para a China, assim como seria um regime de pensão e
que os chineses teriam que ser mais consumidores, a saúde pública teria que ser melhor. Eu tive a oportunidade de morar lá durante 2 anos. E eles são extremamente consumistas, os pobres. Eles têm um salário extremamente pequeno e eles gastam desenfreadamente. E a saúde pública, que eu diria assim, os hospitais são como shopping centers, literalmente, já tipo, não que eu vivia doente, mas como questão cultural. A gente visitava hospitais, porque era relações internacionais, visitava hospitais, agricultura, todas as partes, via hospitais de classe baixa, de classe alta, e era assim, como que eu vou dizer, tocando na questão da saúde, porque o senhor falou, eles tinham a saúde muito boa, tinham a questão do consumo bem resolvido, eu acho, não tão resolvido, mas acho que eles podem ser muito mais consumistas, até porque tem uma grande penetração de internacionalização, podemos dizer isso, né, indo para lá, incentivando o consumo. Os chineses estão saindo bastante, conhecendo bastante coisas, e eu acho assim também que eles não sabem o que é poupar, porque assim eles não têm esse sentimento de poupar, porque o governo sempre deu tudo para eles. Então, eles não têm o sentimento de poupar. Donc, votre question, s'il vous plaît. Votre question. Vous avez une question? Não seria uma pergunta, seria só uma questão de indagação pessoal. Un commentaire. Assim, D'accord, merci. Vous voulez répondre? Si vous parlez des gens les plus pauvres et démunis, vous avez raison, mais si vous regardez l'ensemble, le taux d'épargne en Chine demeure un taux d'épargne beaucoup plus élevé, alors que le taux d'épargne aux États-Unis est extrêmement bas. Et je crois que nous devons augmenter le taux d'épargne aux États-Unis et baisser le taux d'épargne en Chine pour avoir une économie plus équilibrée. Ce qui veut dire que le consommateur chinois pourra consommer davantage, mais il le fera dans la mesure où il a accès à des services publics pour sa pension future ou la santé. Mais je ne veux pas dire que le 1,3 milliard de Chinois sont déjà dans cette situation, mais si vous regardez les chiffres macro sur l'ensemble de la Chine, le taux d'épargne est extrêmement élevé, ce qui leur donne une très belle marge de manœuvre pour l'avenir, n'ayant pas uniquement besoin de l'exportation pour leur croissance. C'est une bonne nouvelle, mais il y a des politiques publiques qui doivent s'adapter à cette réalité-là. Très bien, merci. Je pense que je vais un peu abuser mon pouvoir. Je réserve une question pour vous, parce que c'est difficile de vous croiser. Hein. Et là, je vous ai entendu plusieurs fois parler de la nécessité de collaborer de façon intelligente entre le gouvernement et le marché. J'aimerais bien savoir un petit peu plus ce que vous voulez dire par là. Par exemple, si je regarde l'histoire asiatique, Japon, Corée, la Chine, on dit souvent que l'État devrait être une sorte de l'État pro. D'abord, l'État programmeur pour définir la stratégie industrielle, l'État protecteur surtout pour essayer de protéger les industries naissantes. Ensuite, l'État promoteur pour promouvoir leurs produits, leurs entreprises sur le marché international, et aussi l'État producteur. Donc, dans certains cas, il faut que l'État s'implique pour fabriquer via l'entreprise étatique. Est-ce que c'est dans ce sens-là, comment on va définir votre sens de collaboration intelligente entre le marché et l'État? Moi, je crois que l'État pro, tel que vous l'avez défini, c'est pratiquement l'État qu'on avait à Moscou, en Union soviétique. L'État producteur, planificateur et tout. Et je considère honnêtement que l'État n'est pas équipé pour faire ses choix. N'est pas équipé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est juste que celle-là. OK. Je crois que l'État ne peut pas prendre la majorité de ses décisions. Donc, je ne serais pas enclin à lui redonner ce rôle de tous les pros, les 4 pros que vous avez énumérés, mais je crois cependant que l'État a un rôle fondamental dans la réglementation. Une réglementation
des responsabilités de vigilance, si vous voulez, ce qu'on appelle le oversight de ce qui se passe, par exemple, dans les services, dans les systèmes banquiers, les systèmes financiers, dans les questions immobilières, et certainement un rôle au chapitre de l'éducation, la santé, les infrastructures. Et moi, je crois que l'État, sa responsabilité, c'est l'égalité des opportunités. C'est-à-dire que tous les citoyens nés dans la société sous sa responsabilité doivent avoir une égalité des opportunités. Et moi, j'ai toujours considéré que le premier lieu de l'égalité pour les opportunités, c'est l'éducation. Parce que quand vous avez l'éducation, vous êtes capable, c'est la base de tout. Et là, je dis, le marché peut offrir par-ci, par-là des choses, mais fondamentalement, c'est une responsabilité de l'État. Je suis plus orienté sur les infrastructures, l'éducation. Le marché peut indiquer à l'État ce qu'il pense, ce dont il pense qu'il aura besoin comme main-d'œuvre. Mais c'est rare des gens du secteur privé qui le savent si bien. Ils vont savoir dans 2-3 ans, ils vont avoir besoin de plus de ceci, plus de cela. Et les collèges, les universités doivent essayer de s'adapter un peu à cette demande, mais ils doivent garder en même temps une certaine liberté. Mais pour moi, c'est le rôle plutôt réglementation, encadrement et négociation internationale et égalité des opportunités à l'éducation d'abord et à la santé. Très bien, merci beaucoup. Donc, ceci termine la conférence de notre premier cher invité. Et donc, on va applaudir. Restez là. Maintenant, je voudrais inviter M. Robert Manta, le doyen de la faculté de sciences et d'administration, et M. Lemos, représentant du comité organisateur du Brésil, pour donner un présent à notre premier conférencier invité. Já entreguei? Ah, vous lui avez donné? Este é para o próximo? Ah, ça veut dire, parfait. Sim. Merci. Obrigado.